Alors jusqu'à présent, je vous raconte chaque fois une histoire telle que, au niveau de la terminaison axonale, on a ce renflement et des vésicules de neurotransmetteurs. Et je vous parle donc de la traduction de ce langage électrique en langage chimique, ce couplage électrochimique. Et nous allons y revenir, si je vous en ai parlé tellement jusqu'à présent et si nous allons encore en parler tellement dans la suite du cours, c'est parce que c'est surtout ça qui se passe dans la transmission synaptique. Et donc la plupart des synapses que les humains ont sont composées d'une cellule présynaptique et d'une cellule postsynaptique qui ne sont pas en contact direct l'une avec l'autre, qui sont séparées par une fente synaptique. Enfin, cette fente est assez petite, comme représentée ici, mais en tout cas, il n'y a pas une continuité entre la cellule présynaptique et la cellule postsynaptique. Il existe pourtant des synapses qui sont différentes, qui ne sont pas des synapses chimiques, qui ne font pas intervenir de neurotransmetteurs, dans lesquels il n'y a pas les vésicules de neurotransmetteurs, mais dans lesquelles la cellule présynaptique est en contact direct avec la cellule postsynaptique. Et ce contact direct est assuré par une jonction qu'on appelle une gap junction. Souvent en français on utilise le mot anglais, on dit une gap junction. Ici, on a une représentation de la synapse chimique, une synapse présynaptique, une synapse postsynaptique. Ici, on a une représentation de la synapse électrique, où la cellule présynaptique est directement en contact avec la cellule postsynaptique. Et quand je dis directement en contact, je veux dire que leurs cytoplasmes sont en continuité. Donc, si on injecte un courant, les charges passent directement de la cellule présynaptique à la cellule postsynaptique. Ici, on l'a fait et on enregistre au niveau présynaptique une grande dépolarisation et on enregistre au niveau de la cellule postsynaptique aussi une grande dépolarisation. Une gap junction, ça se représente comme ça et c'est composé en fait de grands ponts entre une cellule présynaptique, vous voyez ici la double couche phospholipidique de la membrane de la cellule présynaptique et la double couche phospholipidique de la membrane postsynaptique. Alors nous avons, liant la structure de la cellule présynaptique et de la cellule postsynaptique, ici, cette gap junction. Alors, la gap junction, ici, ils les appellent des canaux, mais je vous propose qu'on ne les appelle pas des canaux parce que ce que nous appelons canaux sont les canaux ioniques qui sont tellement plus petits que les gap junctions. Donc, disons juste la gap junction. La gap junction est formée d'un ensemble de protéines dans la cellule présynaptique qui sont liées à des protéines dans la cellule postsynaptique. Ces protéines sont toutes les mêmes, ce sont des connexines, et on a un ensemble de 6 connexines qui forment un connexon. Et nous avons un connexon postsynaptique, un connexon présynaptique, et l'ensemble des deux forme une gap junction. Regardez comment ils l'ont représenté. Regardez comment c'est représenté ici. Donc ici, on a la gap junction, et entre la cellule 1 et la cellule 2, il y a une continuité électrique. Ça fait que si on a un potentiel de membrane dans la cellule présynaptique, ce potentiel de membrane va se transmettre tel quel à la cellule postsynaptique. Dessinons ce qui se passe ici. On a une cellule présynaptique, on a une cellule postsynaptique, et entre les deux, on a ici une gap junction. S'il y a une dépolarisation de la cellule présynaptique, cette dépolarisation continue son chemin et vient dépolariser la cellule postsynaptique. Alors, vous allez dire, oui, bien sûr, on l'avait deviné. C'est très bien de le deviner, mais notons les différences par rapport à une synapse chimique. Dans une synapse chimique, si vous avez une dépolarisation, cette dépolarisation ne se transmet pas d'office. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle se transmette d'office? Il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait d'abord que cette dépolarisation soit telle qu'elle atteigne le seuil de production d'un potentiel d'action. Il faudrait ensuite
Donc, que ce potentiel d'action permette la libération de neurotransmetteurs, que ces neurotransmetteurs se lient à des récepteurs. Et pour avoir une dépolarisation, il faut que ces récepteurs soient des récepteurs excitateurs. On pourrait très bien avoir une situation où on a une dépolarisation qui n'atteint pas le seuil et on n'a pas de différence de potentiel au niveau postsynaptique. On pourrait aussi avoir une autre situation où on a une dépolarisation qui est suffisamment importante pour atteindre le seuil, la production de neurotransmetteurs, mais de neurotransmetteurs inhibiteurs, comme le GABA. Dans ce cas-là, une dépolarisation présynaptique entraînerait une hyperpolarisation postsynaptique, un PPSI. Vous voyez, ici, on a un PPSE. Ici, on n'a ni PPSI ni PPSE parce que le seuil n'a pas été atteint, donc on n'a pas de potentiel d'action et donc on n'a pas d'activité synaptique. Et ici, on a un PPSI. Alors que là, on peut se retrouver aussi, ici, cette dépolarisation est un PPSE. Et ce PPSE, il ne doit pas obéir à la loi du tout ou rien. Ce PPSE, on peut l'obtenir même si on est en dessous du seuil de production d'un potentiel d'action. On peut avoir un PPSE, on pourrait aussi avoir un PPSI si cette même cellule présynaptique, ça peut être la même cellule présynaptique à un autre moment, voilà, il y a des ions négatifs qui arrivent, et imaginons qu'on a donc au total beaucoup d'ions négatifs qui arrivent, et là c'est un PPSI. Donc ce que nous voyons maintenant dans la transmission synaptique, c'est un mode de transmission synaptique par les synapses électriques, et ces synapses électriques, ce sont des gap junctions. Je nous les remontre pour que nous les ayons bien en tête. Les gap junctions sont formées de connexons au niveau présynaptique, au niveau postsynaptique, qui créent une continuité de cytoplasme là, entre les deux. Chaque connexon est formé de 6 protéines de connexine. Et vous voyez, l'espace ménagé permet le transport de cytoplasme, mais d'ions, éventuellement d'autres petites molécules. Dans le cadre du cours, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce passage libre d'ions. Ce ne sont pas des canaux qui sont spécifiques à un ion. Alors une question qui peut nous venir à l'esprit, c'est est-ce que les gap junctions sont toujours ouvertes? Ou est-ce que c'est comme les canaux ioniques qui ont un mécanisme d'ouverture? Alors c'est plutôt comme les canaux ioniques de fuite, c'est-à-dire qu'a priori ils sont ouverts. Mais c'est vrai qu'il est possible aussi de fermer des gap junctions. Et une des manières de fermer les gap junctions, c'est avec l'acidité du milieu, avec le pH, donc, qui a un rapport avec la concentration acide, plus le pH est bas, plus on a une concentration en ion H+, c'est-à-dire en protons, qui est élevée. Vous avez vu ça dans des cours de chimie. Mais en tout cas, des modifications du pH modifient l'ouverture des gap junctions. Je ne vous le donne que comme un exemple pour répondre à la question de savoir est-ce que les gap junctions sont toujours ouvertes. Je vous dis, elles sont ouvertes par défaut, mais modulables par des éléments comme l'acidité, la concentration en ion H+, mais si je vous parle d'un pH bas, ça veut dire un pH acide, donc une concentration élevée d'ion H+.